Salut Pascal, comment vas-tu? Salut Younes, écoute, la forme et toi? Écoute, ça va, ça va. Ravi de te retrouver pour un décryptage sans BS. Il y a pas mal d'actualités croustillantes, on va dire. Ouais. On va rentrer dans le vif du sujet rapidement. Évidemment, on commence avec l'intelligence artificielle. C'est un domaine qui va super vite, mais qui est en train, on dirait, de commencer à ralentir, on va dire, dans son développement technologique de ce qu'on a pu lire et discuter avec des experts dans le domaine. Donc, démarrer là-dessus, Pascal. Écoute, on y va. Il y a Anderson Horowitz, donc juste pour les auditeurs, c'est le type qui avait fait Netscape. C'était le premier browser Internet un peu sérieux qu'il a revendu. Il est devenu très riche, il vit en Californie, puis depuis, en fait, c'est un investisseur et il a eu énormément de succès. Puis un truc qu'il faut laisser à Andreessen Horowitz, c'est qu'en fait, il a quand même un track record d'avoir vu les bonnes tendances à temps. Il a aussi fait des bêtises, hein. Il a investi massivement dans WeWork, puis ça fait casser la gueule, donc il faut pas toujours tout prendre au pied de la lettre. Mais il est quand même bon. Et en fait, ce qu'il dit dans cet article de l'Observer, c'est qu'en fait, il voit un espèce de ralentissement de la progression des modèles. Euh, donc, ça veut dire que l'accélération diminue. C'est la dérivée seconde qui diminue. C'est possible. Je pense qu'on le constate un peu tous entre ChatGPT 3.5, le 4, le 4.0, le 4o maintenant. Ça avance un petit peu moins vite. Et puis, ChatGPT s'est un peu fait rattraper par d'autres modèles. Donc, c'est pas faux. Euh, Moi, je soupçonne quand même fortement que OpenAI, en fait, ils en ont sous la pédale et puis qu'ils attendent que ce soit le bon moment pour eux. Donc, je suis pas si sûr que réellement ça se ralentit. Mais par contre, ce à quoi le public a accès, effectivement, il semble que ça se ralentisse. Donc, oui, ça, c'est possible. Un commentaire, par contre, c'est que même si on prend l'état de ChatGPT 4o aujourd'hui, puis qu'on imagine qu'il progresse plus ou plus beaucoup, en faisant des agents IA, en les combinant et en les appliquant dans l'industrie, euh, dans le tertiaire, dans les banques, etc., dans les call centers, il y a un nombre d'innovations qu'on peut faire qui est absolument dingue et surtout des gains d'efficacité qui sont absolument hallucinants. Euh, Juste, on en avait parlé, mais si vous avez une entreprise qui fait des traductions, je veux dire, ça a complètement changé votre modèle et le type de clients, d'employés que vous allez avoir. Donc, en fait, même, ce qui n'est pas le cas, mais même si cette technologie cessait de progresser, ça va quand même être un bouleversement qui est absolument dingue. Donc, oui, c'est possible. C'est pas certain à surveiller. Moi, ce qui est intéressant, c'est comme tu dis, même si ça cesse de progresser, il y a toute la partie applicative en fait sur laquelle on Mhm. doit se concentrer. Et pour ceux qui doutent encore si ça va rester ou pas, je pense qu'il n'y a plus de doute. L'IA va rester. Et Mhm. ça peut être vraiment une très bonne opportunité Ouais, pour des grosses boîtes. Mais maintenant, il faut, pour ceux qui n'ont pas encore commencé, il faut quand même mettre les mains dedans et puis voir ce qu'on peut faire parce que les outils, ça paraît un petit peu, on va dire, on peut dire un peu léger, comme on dit, que c'est en train de ralentir ou un peu négatif, mais avec les outils qu'il y a déjà sur le marché, on peut ouais. faire des choses de dingue. Puis attention, ce ne sont pas les outils qui deviennent moins bons, c'est juste que la progression cesse d'accélérer. Hein, c'est comme si Voilà. tu entres sur l'autoroute, au bout d'un moment, tu es à 200 à l'heure, puis tu continues à accélérer, mais moins vite. Bon, ok. Et puis, il y avait cette news que tu as spotée là sur, comment elle s'appelle ce boîte sous là, sur TechCrunch, où en fait, il t'aide en fait à devenir un meilleur parent. Donc, il faut imaginer hein, une IA qui capture les conversations, qui arrive à voir un petit peu comment papa et maman se comportent, etc., comment réagit le bébé. C'est quand même assez pratique d'avoir une espèce de petite bibliothèque, des trucs et astuces sur comment réagit un bébé, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter, pas s'inquiéter, comment l'élever, etc., etc. Je dis pas que ça va évidemment pas remplacer l'acte d'être parent et de transmettre des valeurs, mais quand même, c'est quand même, on a tous, toutes celles et ceux qui ont eu des enfants, ils se retrouvent là, on constate que c'est livré sans mode d'emploi. Hein.
Exact. Bon, alors sans mode d'emploi, c'est souvent un départ assez rude et le fait d'avoir accès à des infos, à la connaissance ancestrale ou à la connaissance du monde, ça va être très intéressant. Et l'immense avantage de l'IA, c'est qu'elle te le contextualise. Elle te dit, bon, ben, s'il s'est passé ça, si toi t'as dit ça, si t'as fait comme ça, alors tu pourrais imaginer essayer ce genre de choses. Et il y a à l'évidence déjà plein de gens qui utilisent ChatGPT pour faire ça. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a des tas de petits verticaux qui sont en train d'être adressés par l'IA. Et justement, pour faire une petite parenthèse, comment tu verrais les opportunités pour des nouvelles boîtes de se lancer, tu vois? Donc, moi, j'ai l'impression que tu as beaucoup de gens qui font tout par ChatGPT et Ouais. que, en fait, tu vois, cette petite boîte, comme tu dis, ça va être compliqué de percer, tu vois. Je sais pas ce que tu en penses vraiment un peu plus, avec cette vision Euh, un peu plus alors, macro. alors, ça dépend. Il y a deux étages. Il y a un étage qui est, euh, il y a une société qui est déjà existante, qui a un business. D'accord? Puis après, il y a faire une nouvelle société, start-up, parce qu'il y a la possibilité. Alors, pour traiter d'abord les start-up, je pense que l'environnement a jamais été aussi favorable pour le faire, parce qu'avec l'IA, en fait, on a besoin d'engager moins de gens pour pouvoir faire quelque chose. Tu veux faire un site internet, produire une photo, définir un message marketing, fabriquer une application en la programmant. Maintenant, on a toute une série d'outils à disposition qui nous permettent d'aller plus vite, plus facile, avec moins de moyens. Donc, lancer des nouvelles entreprises, c'est absolument génial. En plus, comme il y a cette disruption technique, technologique qui est liée à l'IA, les entreprises existantes, anciennes, elles auront plus de mal à s'adapter. C'est difficile quand on a une grande entreprise, si tu as 50, 1000, 10 000 personnes, de faire changer les habitudes et les processus, c'est long et pénible. Donc, je pense que le moment, il est extrêmement favorable pour les nouvelles entreprises. Maintenant, si on regarde les entreprises existantes, je pense qu'il faut distinguer trois catégories. La première, c'est les entreprises qui sont, par exemple, dans la construction, ou quelqu'un qui installe des panneaux solaires, quelqu'un qui fabrique des briques, quelqu'un qui fabrique des chaises. Euh, L'IA, ça peut aider pour des petites choses à la marge, mais ça va pas fondamentalement changer le business. Ou mettons une entreprise qui installe la fibre juste dans la maison, ben il faut venir avoir des câbles, tirer des câbles, faire des trous. Ça va. L'IA, d'ici qu'on ait les robots Optimus de Tesla, mais disons, ça va prendre du temps. Donc, en fait, si on est dans le très concret, il n'y a pas besoin de s'exciter. Puis après, il reste deux catégories. Il y a la catégorie des gens qui traitent de l'information, mais en lien avec le monde réel. Alors, il y a comme exemple, il y a les avocats, les médecins, des gens comme ça. Quand quelqu'un est médecin, il doit faire un diagnostic, donc il traite des informations. Mais il faut après soigner quelqu'un. Il faut faire un geste chirurgical, prescrire un médicament, convaincre le patient de suivre ce traitement, d'accepter son sort, etc., etc. Donc, il y a tout un accompagnement d'humain à humain à faire. Donc, où les avocats, par exemple, il y a vraiment deux parties. Il y a toute la partie analyse de dossier, traiter le texte, comprendre ce qui se passe, faire le lien avec la jurisprudence et la loi. Là, l'IA, elle va amener des tas de bouleversements, mais n'empêche, les gens qui ont besoin d'un avocat, de temps en temps, ils vont vouloir lui parler et puis lui dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dépose une plainte ou pas? Et puis ça, c'est quand même un élément humain. Donc, cette catégorie au milieu, elle va énormément changer et très vite. Et puis là, il faut s'adapter, mais il y a de la place. Les fiduciaires, on peut les mettre dans ce paquet-là. Typiquement, les experts comptables, ça va transformer leur métier, mais à la fin, euh, la comptabilité, c'est quand même aussi la relation de confiance entre le client et enfin le patron d'entreprise et le comptable. Et puis, il faut prendre des décisions, savoir si on amortit ça en une année ou en 5 ans. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qui est le mieux? Il y a du conseil. C'est pas tout noir, tout blanc. Donc là, tout cet aspect humain, il va être renforcé. Par contre, traiter la paperasse, que ce soit en médecine pour le droit, les avocats ou les fiduciaires, les experts comptables, c'est sûr que ça va bouleverser la chose. Puis après, le troisième truc, c'est tous les métiers où on fait que de traiter de l'information. Alors là-dedans, il y a le marketing, il y a, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Les traductions, c'est vraiment un exemple que j'aime bien parce que c'est évident en fait que, à part pour les grands meetings internationaux où on décide de choses très importantes, ça va complètement changer. La programmation aussi, je pense que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup bouleverser les choses parce que programmer, c'est traduire.
Hein. C'est simplement on traduit ça en Python et pas en allemand ou en anglais. Donc tous ces métiers où on fait que de traiter de l'information, là alors il faut vraiment se mobiliser. Ouais, je pense qu'il faut regarder ça comme ça. À quel point on est près des briques. Plus on est près des briques et des échafaudages, moins on risque. Plus on est près du papier et de l'information, plus ça va être rapide et ça va être bouleversé rapidement. C'est un super bon insight, hein, c'est vrai. Hein. On en discutait la semaine passée avec Laurent Bernet qui lui a une fiduciaire et qui s'est lancé dans le business de la glace. Et je lui disais, dans le business de la glace, au moins, tu as tout cet IA qui ne va pas venir Ouais. te concurrencer. Donc, ça va être intéressant. Je pense qu'on fera une spéciale sur les business de 2025, sur quoi il faudrait s'orienter. Bah, ça m'amène justement sur le prochain point où on a cette news assez intéressante de Microsoft qui vraisemblablement est en train de bouger aussi à l'interne dans tout ce qui est intelligence artificielle. Et eux, ils avaient mis Copilot en mode flagship. Et maintenant, apparemment, il y a certaines rumeurs comme quoi ils seraient en train de développer autre chose. Et je pense sur ce que tu disais, ça serait intéressant d'avoir ton point de vue sur cet aspect de quel outil on doit utiliser. Tu vois, si même Microsoft est encore en train de tester, encore en train de regarder ce qui va marcher le mieux, et c'est pour ça qu'ils ont investi dans OpenAI, c'est qu'ils veulent avoir ce développement aussi à l'externe, pas que seulement à l'interne. Et qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Bon, alors là, le move de Microsoft, Apple a sorti son intelligence, ils l'ont appelé Apple Intelligence. Déjà, ils se prennent pas pour la queue d'une poire, hein. C'est nous intelligents, ok. Et puis Microsoft fait de même. C'est simplement, à mon avis, un exercice de marque, de gestion de marque et de marketing. Ils appellent ça Microsoft Intelligence, ok. Ça change rien du tout. Je trouvais le nom Copilot assez sympa. Mais probablement que ça nous dit plusieurs choses. La première, c'est qu'en fait, l'intelligence artificielle est en train de passer en fait dans la couche applicative. Ça veut dire que c'est plus un co-pilot, donc un ami qui est à côté de toi et puis qui t'aide, mais c'est vraiment une technologie qui va se répandre partout. Euh, donc, à mon avis, ce Windows Intelligence, ça dit simplement que c'est une techno qui va être partout chez Microsoft. Et on comprend tous pourquoi. Ils ont investi des milliards, des dizaines de milliards de partout. Donc, pour eux, c'est absolument stratégique. Ça, c'est clair. Ensuite, une autre chose qu'on pourrait dire et que j'ai observé en fait ces dernières années, c'est que le nombre de marques est en train de diminuer. C'est-à-dire, si on réfléchit à des sociétés comme Apple ou Microsoft, en fait, ils ont une puissance qui est absolument incroyable. Ils ont des tas de produits. Et ce que je vois chez Apple, c'est que de plus en plus, ils utilisent la marque Apple. En fait, ils ont de plus en plus presque que cette marque. Alors, tu as Apple TV, tu as Apple Watch, tu as Apple, il y a toujours le Mac, mais ça, c'est un peu historique. Mais ils insistent sur Apple parce que c'est la marque qu'on a dans la tête. Et je pense que Microsoft, et c'est pas stupide du tout, ils essaient de faire la même chose. Ils disent, ben voilà, nous, on est Microsoft. Tu rentres dans ce monde et puis tu as nos outils et c'est ça qu'on fait. C'est pour ça qu'ils accrochent intelligence à Microsoft. En plus, c'est bien pour la marque parce que, alors il faut que ça fonctionne bien, hein, parce que si tu fais un bot qui est en fait un peu plus dadais que prévu, c'est moins bon, mais ils vont y arriver et pour moi, ça montre que c'est très important pour Microsoft et qui sont conscients qu'en fait, le nombre de marques qu'ils vont pouvoir défendre, même à l'altitude fantasmagorique où ils évoluent, elle est en train de diminuer, en fait. Je suis sûr que tous les auditeurs ont déjà fait l'expérience. Si tu vas sur le site Microsoft, tu es là, tu as Office 365, tu en as 15 000 variantes. Si tu es une PME, un Excel, etc., une grande, tu as les systèmes E3, E5, E1. Tu sais, une chatte n'y retrouve pas ses petits et je pense qu'ils vont vers une simplification, vers quelque chose de plus facile à comprendre, à expliquer et ensuite à acheter, parce que c'est un marché de masse complètement zinzin. Euh, voilà. Tu as cet aspect aussi, peut-être où ils sont en train de sortir aussi. Bon, Copilot, c'est que ça existe déjà depuis pas mal de temps. Hein, donc, tu Mhm.
as l'impression, enfin voilà, on en parle souvent, mais que l'IA va super vite et que si tu as le même nom depuis 2 ans et demi ou 3 ans, ou je sais pas depuis quand ça existe exactement, tu as l'impression d'être un peu obsolète. Et j'ai aussi cette opinion où on est en train de vouloir sortir de ce terme artificiel, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Oui, parce Et elle devient très concrète, parce qu'elle commence à rendre des vrais services. très concrète et aussi bah, essayer de faire moins peur aux gens, tu vois, pour avoir cette Ouais, adoption qui parle un peu plus de monde. Donc le ouais. fait juste de couper artificiel et de garder intelligence, bah, ça va permettre Hum. de rendre cette techno très accessible, où on n'est plus dans le truc où là là, elle va nous piquer notre job, il y a l'humain Ouais. derrière, tu vois. Donc je pense que ce changement de terme a aussi son effet, enfin, sur le marché Mhm. pour la masse, en fait. C'est très juste, je suis entièrement d'accord, absolument d'accord. Et d'ailleurs, pour renforcer ton point, en fait, OpenAI vient d'acheter le nom de domaine chat.com. Donc, Ok. c'était OpenAI, on connaît leur produit chat GPT. Je sais même plus de quoi c'est l'acronyme, mais bon, ça veut dire quelque chose. Et ChatGPT, bon, alors on s'est un peu habitué, hein, c'est presque ça mériterait presque d'être dans le dictionnaire, mais n'empêche qu'ils ont acheté à grands coups de millions chat.com. Je sais pas si le nom est bien, beaucoup mieux, mais donc moi j'aime bien les petits shorts avec des chats sur Internet. Ça m'a toujours beaucoup fait rire, mais OpenAI fait la même chose en fait. Ils essayent de trouver un nom plus simple parce que quand tu veux convaincre énormément de gens, en fait, il faut faire simple. Alors Apple le fait, Microsoft le fait, OpenAI le fait. Et d'ailleurs, on peut dire en passant, en fait, il semblerait que l'ambiance entre OpenAI et Microsoft est un petit peu moins bonne, hein, parce qu'ils ont un deal un peu particulier. Et je pense que Microsoft, évidemment, qui se prépare. Si tu veux, ils doivent avoir différentes alternatives. Je veux dire, ce sont des géants, des monstres, des colosses de la tech qui s'affrontent entre eux. Donc, même quand ils font un deal et puis qu'ils sont copains, eh ben, ils sont tout d'un coup un peu moins copains. Ils appellent ça il y a la compétition, la collaboration, c'est un mot, Coopétition. voilà, entre, Coopétition, ouais. entre les deux. Donc, ils sont un peu au milieu. Mais étrangement, la même semaine, Windows, ils appellent ça, enfin, Microsoft rebaptise Copilot Microsoft Intelligence, puis OpenAI, ils achètent chat.com. Je trouve Ouais. marrant que ça arrive en même temps. Bah, surtout que si on va un peu plus loin, c'est que OpenAI a déjà cette casserole, en fait, ce précédent avec Elon Musk qui lui avait investi Ouais. massivement dedans, et puis que c'était ça devait être de l'open source, et puis à but non lucratif. Et puis au final, ils ont tout restructuré, changé les statuts, et puis donc tu te dis, Pareil. est-ce Quand que tu es tu peux leur avoir valorisé ta à confiance? 157 milliards, tu es un peu moins à but non lucratif, hein, on peut dire. Hein. Mais bon, on peut pas leur en vouloir non plus. C'est une réussite incroyable. Euh, c'est la vie. Le fait est, c'est que maintenant, en fait, il y a ce marché qui est à prendre, qui est en train de se structurer, et puis que tout le monde place ses pions. Euh, Juste pour revenir sur Microsoft, l'immense avantage de Microsoft, c'est qu'ils ont la distribution. Ouais, Microsoft, ils sont ça, c'est un immense présents dans avantage. pratiquement toutes les entreprises. Je sais Ouais, pas puis quelle est même leur part de marché, toutes les entreprises et chez chaque personne, hein, chez et chaque chez les individuel, personnes. hein, c'est Mais, ça qui est fou. ouais, mais le gros du marché maintenant, c'est quand même les entreprises parce que l'IA dans une entreprise, c'est quoi? C'est plus de sous. C'est Ouais. faire plus vite ce qu'on faisait avant, faire mieux ce qu'on faisait avant, faire moins cher. Donc, soit on peut avoir plus de clients et donc gagner plus, soit on peut faire le même travail en moins de temps et avec une meilleure qualité. Donc, en fait, ce sont des gains d'efficacité qui sont absolument dingues. Et je pense que ça, c'est leur cible pour le moment. C'est d'ailleurs peut-être aussi pour ça qu'Apple est un petit peu moins excité du bocal. Ils sont un petit peu plus tranquilles. Ils y vont à pas de chat, si on peut dire. Et ou à pas de loup, mais Apple, ils sont sur un marché un peu différent. Hein. C'est plus le consommateur privé, etc. Donc, ils vont le faire aussi, mais à mon avis, ça viendra dans un deuxième temps. Et puis, le gros truc maintenant, l'énorme gâteau, c'est les entreprises qui peuvent gagner en efficacité. Il n'y a aucun entrepreneur ou chef d'entreprise au monde qui dit oui, oh, on pourrait gagner 30 à 50% en efficacité. Non, moi, c'est pas mon truc. J'aime pas. Non.
Non, je le fais pas. Et c'est le même argument pour lequel je disais que c'est le meilleur moment maintenant pour se lancer dans une startup ou de créer une société. C'est parce que justement, tu pars du bon pied en faisant ces gains d'efficacité le premier jour. Tu structures tout comme ça. Tandis que le défi dans une entreprise, c'est pas tellement de savoir s'il faut adopter l'IA. Les gens, enfin, ceux qui n'ont pas compris, il faut qu'ils comprennent. Mais je pense que la plupart des chefs d'entreprise, ils disent, ah ben ouais, c'est cool. Moi, je veux faire dans cette partie de mon entreprise un gain d'efficacité de 50%. Mais le problème, c'est comment je m'y prends, comment je fais, où je commence, qu'est-ce que je dis aux gens, quelle technologie j'utilise, quelle étape je définis pour le faire. Ça c'est une problématique qui est beaucoup plus difficile parce que tu es obligé de faire du sur-mesure. C'est pas juste une réponse comme ça facile et générique, tu vois. Et il y a un point super intéressant où moi je trouve la manière dont a procédé OpenAI et Sam Altman dans cette approche où, comme tu dis, bah, le plus gros de la monétisation va venir du B2B, donc vendre aux entreprises. Mais eux, où ils ont été super forts, et Sam Altman, il est assez bon là-dedans, enfin très bon là-dedans de par son passage à Y Combinator, donc le plus grand accélérateur du monde. C'est dans cette partie B2C où avec ChatGPT, ils nous l'ont mis dans les mains. Et moi, de ce que je vois quand je discute avec des entreprises, c'est que ça part vraiment des employés qui ont ChatGPT dans les mains et qui commencent à l'utiliser pour traduire, pour faire des résumés, pour faire plein de choses, et qui vont parler avec leur boss, avec leur boîte pour dire, bah voilà, maintenant il nous faudrait notre propre outil à l'interne, notre propre GPT sur nos propres serveurs, etc. Et c'est là où je trouve que ça a été fait d'une main de maître parce que c'est pas facile de faire adopter en B2C plein de personnes des outils. Tu vois. Et puis la techno est révolutionnaire. Il faut aussi dire ça. Maintenant, on a enfin accès à la nouvelle interface vocale de ChatGPT. C'est absolument bluffant. Tu peux parler avec cette personne. Ça imite le fait d'être une personne, mais c'est complètement bluffant. Tu n'as même plus besoin d'écrire. C'est absolument ahurissant. Et le défi en entreprise, il y en a deux. Hein. Il y a un, c'est si tout le monde se met à utiliser son ChatGPT un peu dans son coin sans le dire, là, tu prends un risque, parce que un risque qui est assez énorme, parce que les gens vont le faire, hein, ça c'est sûr. Mais il faut le réglementer. Tu peux pas l'interdire parce qu'il faut pas casser l'enthousiasme des gens, mais il faut le cadrer, le canaliser. Et puis, il faut mettre en place des systèmes qui soient à la hauteur en termes de cybersécurité, en termes de protection des données, et puis surtout en termes de stratégie. Parce que quand tu introduis dans une entreprise un outil qui fait gagner énormément de temps sur certaines tâches, ce qui se passe souvent, c'est qu'en fait, comme chef d'entreprise, tu vois pas de gain de productivité. Les gens mettent moins de temps à faire ce que tu leur demandes de faire, mais en fait, ils arrivent à la même heure, ils partent à la même heure, puis tu comprends pas où ce temps gagné est passé. Hein. Et là, l'aspect clé, en fait, c'est d'avoir une approche qui soit stratégiquement valide, c'est-à-dire d'expliquer aux gens, ben voilà, mettons, pour la relation client, on va mettre en place l'IA, pam, voilà ce qu'on va gagner comme temps, et ça nous permettra de faire quelque chose de plus intéressant pour les clients. Mais si tu le lis pas, si tu fais que de gagner du temps, gagner en efficacité, et puis que l'entreprise dit, bon, ben voilà, on va s'en mettre plein les poches parce qu'on va augmenter notre profit, puis vous ne serez pas payé plus, ça marche pas très bien. Et là, ce qui se passe maintenant souvent, c'est qu'en fait, les employés disent, ben voilà, le gain d'efficacité, il est pour moi. Tu vois, tu as des tâches à faire pendant 8 heures par jour, ben tu vas les faire en 4 heures, mais tu vas pas le dire. Et c'est pas de mauvaise guerre, hein, ça marche dans un sens comme dans l'autre. Et ce qu'il faut, et ça c'est important, moi je l'ai fait avec plusieurs entreprises, ce qu'il faut vraiment, c'est définir un nouvel horizon pour ce collectif qui est une entreprise pour que, ensemble, voilà ce qu'on va pouvoir faire, voilà comment on va pouvoir gagner, mieux servir les clients, etc., etc. Donc, c'est tout un exercice qui mêle la stratégie, l'implémentation informatique, le coaching des gens, la motivation, le leadership. C'est pas juste de prendre un outil puis de le lancer dans les bureaux. Ça marche pas. C'est vrai. Et justement, on parlait tout à l'heure de Microsoft, et là, on voit qu'il y a aussi un des mastodontes, donc Amazon, qui est en train qui va sûrement investir dans Anthropic, donc le concurrent direct d'OpenAI pour plusieurs milliards. On en parlait la semaine passée où ils sont en train déjà de collaborer pour installer une IA pour le Parlement européen.
Donc, on voit que ça se concrétise et on voit que voilà, il y a deux mastodontes, Microsoft et Amazon qui investissent massivement, hein. C'est incroyable. Ouais, alors Anthropic, ils sont super forts et puis leur modèle, c'est Claude. Hein. Claude, ouais. Il est chouette, il est chouette. Mais tu vois, c'est hallucinant. Hein. Anthropic et Claude, ils sont arrivés un tout petit peu après. En fait, personne ne les connaît. Tout le monde parle de ChatGPT. C'est presque un nom consacré. Hein? C'est fou comme ça va vite. Et oui, alors bah, évidemment, Amazon, c'est un des plus grands cloud providers au monde. En gros, il y en a trois. Hein. Il y a Google Cloud, il y a Amazon Web Services et il y a Azure de Microsoft. Je tiens aussi à mentionner OVH de Roubaix, qui est un super hébergeur, mais bon, beaucoup plus petit, mais quand même, OVH, c'est vraiment bien. Octave Clabat, équipe géniale. Mais ils sont pas à la même échelle, bien sûr, mais quand même, ils ont le mérite d'exister. Donc, pour revenir à Amazon, ils investissent des sommes qui sont absolument colossales dans la digitalisation. Et maintenant, en fait, ils investissent massivement dans l'IA. Mais si on revient sur l'histoire d'Amazon, il y a un film qui est sorti d'ailleurs qui explique bien les faits. Le film est pas merveilleux, on va dire, mais il est intéressant. Donc Amazon, ils ont commencé par vendre des livres sur Internet vers les années 95, quelque chose comme ça. Puis ensuite, l'étape suivante, ça a été de vendre tout ce qu'on peut imaginer sur Internet, des pieds anti-vibration et amortisseurs de bruit pour votre machine à laver, il y a tout. Il y a tout, des perceuses, j'allais dire des plantes vertes, je suis pas sûr, mais en tout cas de fausses plantes vertes, j'imagine qu'il y en a. Il y a tout sur Amazon. Donc, tu vas sur Amazon, tu commandes, next day, c'est là. Ce qu'ils sont en train de faire maintenant, c'est qu'ils sont en train de digitaliser la médecine. Hein, il y a Amazon Health qui est disponible aux États-Unis et pour $99 par année, tu as autant de conversations en ligne que tu veux avec un médecin, ce qui est quand même, enfin, digitaliser la médecine, c'est quand même cool. Donc Amazon, ce sont des pros de la digitalisation. Ils ont digitalisé le commerce en ligne, en commençant par les livres, ensuite ça s'est étendu à tout. Maintenant, ils sont en train de digitaliser la médecine, mais avant de s'attaquer à la médecine, ils ont digitalisé l'informatique. Ils ont fait un cloud, c'est-à-dire au lieu d'avoir à acheter des serveurs, de les boulonner dans ta cave, de mettre des UPS pour avoir des batteries, pour avoir du courant si le réseau lâche, etc., tu vas sur un site, puis tu dis, ben voilà, j'aimerais un gros serveur avec tant de processeurs, tant de GPU, tant de RAM, tant de disques, etc. Donc, des serveurs informatiques simplement qu'on achète avec un clavier via Internet. Et là, cet investissement dans l'IA, c'est simplement qui complète les investissements qui se chiffrent en dizaines de milliards par quarter depuis des années dans le cloud. Ils poursuivent ça. C'est rien d'autre que ça. Parce que l'IA, c'est une technologie qui est assez horizontale, qui s'applique à tout, mais c'est évident qu'ils ont besoin d'avoir un très bon modèle chez eux. Et à mon avis, Google, ils ont DeepMind, ils viennent de gagner un prix Nobel, hein, on se rappelle de ça, donc ils sont quand même pas mal, ils vont y arriver. Microsoft, ils ont investi dans OpenAI. OpenAI, ils sont encore externes. Il y a d'autres sociétés aussi externes, comme Perplexity, qui attaquent le search. Et puis, Claude et Anthropic, qui font un autre modèle concurrent. Ben voilà, ils en ont pris chacun un, n'est-ce pas? Google avait acheté DeepMind bien avant tout le monde. Et maintenant, Amazon investit dans Anthropic et Claude. Et le truc rigolo dans cette news, c'est qu'il les oblige à utiliser, il semblerait que peut-être ils vont fortement les inciter à utiliser les chips que Amazon aurait développés pour l'IA, ce qui est de bonne guerre. Ouais. C'est un peu comme si je te dis, si tu m'engages pour aller faire la peinture chez moi, ben voilà, du coup, toi, si tu es électricien, tu vas faire l'électricité chez moi. C'est un petit peu un prêté pour un rendu, des bons services entre amis. Ouais, et puis surtout que Anthropic, malgré qu'ils aient un super modèle avec Claude, on sait que c'est très compliqué de monétiser en fait, hein. Et même Sam Altman, le fondateur d'OpenAI, le disait que voilà, monétiser, on verra comment ça se passe. Ils arrivent à générer des revenus, mais c'est tellement gourmand en termes de capitaux que tu as forcément besoin d'être backé derrière par des investisseurs. C'est pour ça que tu as Microsoft, c'est pour ça que tu as cette levée de fonds de 6 milliards d'OpenAI. Et Anthropic, s'ils lèvent pas de fonds, ben, ça sera compliqué
Ça sera de compliqué percer. parce ouais, mais c'est un peu le même modèle financier que Uber, hein. Uber, ils ont été déficitaires à grands coups de milliards pendant des années, puis maintenant ils sont profitables. C'est juste que ce sont des stratégies de plateforme qui prennent du temps pour être profitables. J'ai absolument aucun doute que ça va très bien se passer pour les gens qui investissent dans ces modèles, parce que si on regarde Microsoft, ils sont déjà dans chaque entreprise, donc ils vont pouvoir diffuser cette innovation technique partout. Euh, Amazon Web Services, ils ont déjà, c'est le plus grand acteur au niveau du cloud mondialement. Donc, ils sont simplement en train de préparer cette feature, qu'elle soit disponible sur leur cloud, et ils ont besoin d'avoir la maîtrise, pas de souci. Et ils utilisent aussi, ça c'est peut-être un point qui peut intéresser les auditeurs, je pense que et Microsoft et Google et Amazon, ils utilisent le fait qu'ils ont des milliards pour empêcher d'autres d'entrer sur leur marché. Il Mm. n'y a pas toutes les sociétés au monde qui peuvent poser 4 milliards par ici, 4 milliards par là et 10 milliards par ici. Oui, mais si on perd les 10 milliards, oh, ben, c'est pas grave, on essaye quand même, on veut être sûr. Tu vois, Bah, il y a Amazon, très. c'est presque c'est 600 milliards de chiffre Ouais, d'affaires en 2023. ouais. Mais ils ont surtout beaucoup de cash à la banque. Ah, Et, c'est clair. et, euh, et si tu regardes une société comme Google, en fait, elle produit grosso modo 20 milliards par quarter. Donc, tous les 3 mois, il y a 20 milliards qui tombent. Je veux dire, ça n'a plus de sens. Et du coup, ces grands acteurs du cloud, en fait, ils ont des coffres, un trésor de guerre qui est absolument monumental. Et c'est aussi pour ça qu'ils investissent massivement. Parce que quand tu as des dizaines, voire des centaines de milliards en cash on hands, tu peux essayer d'acheter des sociétés, ce qui est moins courant aux États-Unis parce que le régulateur est moins d'accord qu'il y ait des monopoles qui se fabriquent, donc ils le font moins. Euh, mais comment tu dépenses 1 milliard? Bon, ils pourraient nous le donner, hein, nous on a des idées, mais s'ils le font pas, ben, c'est un appel à Amazon, On pas va qu'ils appeler Jeff hésitent. Bezos. Ouais, ouais, absolument. Mais s'ils le font pas, en fait, il faut trouver des domaines où tu puisses investir et puis où tu as une chance de récupérer ce truc. Et pour eux, c'est idéal parce qu'en fait, admettons qu'il faille, je sais pas, 3, 5 ans pour que l'IA, ça devienne bénéficiaire. Il n'y a aucun doute qu'à terme, ça va l'être. Mais il faut pouvoir mettre des milliards et des milliards pendant 3 à 5 ans sans mourir au milieu. Eh ben, il y a très, très peu d'entreprises qui ont la capacité de le faire. Et C'est la volonté aussi, on en la parle volonté, mais surtout souvent. le Ouais. cash pour pouvoir le faire. Parce que si tu n'as pas des coffres pleins d'argent, tu peux pas surfer cette vague. Je suis d'accord avec toi, mais enfin, vraiment, je pense, j'insiste sur cette nature de volonté de faire les choses. Parce que tu vois, tu as des boîtes, et nous, on est bien placés pour le savoir en Suisse, où tu as vraiment des grosses boîtes qui génèrent aussi des milliards de chiffre d'affaires, et puis ils prennent pas ce virage de l'IA, C'est vrai. ou même au niveau européen, tu vois. Donc, Ouais. ça nous fait passer sur le sujet, tu vois, qui arrive avec Quelle l'industrie, transition. l'industrie automobile qui galère. Donc là, vraiment, on peut sortir les mouchoirs et puis commencer à pleurer. Donc, Ouais. où ils ont eu un monopole, des milliards de chiffre d'affaires pendant, on va dire, 30 ou 40 ou 50 ans presque et tout. Et puis que Mm. maintenant, c'est le ministre de l'Industrie français, je crois, enfin Marc Mhm. Ferracci, Ouais. qui annonce qu'il va y avoir des milliers de suppressions d'emplois dans l'industrie automobile en France. On en parlait il y a 2 ou 3 semaines en arrière, c'était en Allemagne. Et donc, c'est en train de faire l'effet domino. Bah ouais, c'est moche. Et bon, ce pauvre ministre Ferracci, je veux dire, lui, il amène la nouvelle, il fait ce qu'il peut. C'est pas de sa faute. Mais je dirais, il y a toujours les mêmes points, hein. Il y a le premier point, c'est qu'en fait, l'industrie automobile, c'est devenu en grande partie une affaire de software et plus une affaire de hardware. Donc, ça, c'est quand même très, très différent. Qu'il y a deux pôles concurrents qui ont émergé, c'est les Américains avec Tesla et les Chinois. Les Chinois avec le bénéfice surajouté qu'en fait, ils ont des matériaux à moindre prix et qui sont beaucoup mieux positionnés pour en fait offrir des automobiles qui sont compétitifs du point de vue du prix. Et en fait, je sais pas si tu as vu cette Renault 5 électrique, hein. Donc la Renault 5 pour notre public un peu jeune, c'était une voiture des années 70, 70, 80 qui était hyper à la mode, etc. Puis ils en ont fait une version électrique qui est
hyper belle. Honnêtement, je trouve que cette pièce est absolument fantastique, mais elle coûte 35 000 euros. Wow. C'est le coup de massue. C'est cher. Et je pense pas du tout que l'automobile française, elle manque d'idées. C'est juste qu'elle est dans et allemande d'ailleurs, c'est à peu près le même truc. On a un prix de l'électricité qui est élevé, on n'a plus de gaz, enfin, c'est qu'on a des problèmes très concrets pour fabriquer des voitures. Et je pense que ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment imaginer un repositionnement de cette industrie de manière très créative. Mais là maintenant, on va manger notre pain noir et ça va pas être simple. À l'évidence, il y a beaucoup d'emplois qui sont perdus. Ça va être très difficile pour les gens. Les grands patrons de l'automobile l'ont dit, hein, je crois que c'était le patron de PSA, Peugeot, qui disait il fallait réagir et faire quelque chose. Mais c'est pas si simple de savoir quoi faire. C'est pas évident de trouver un angle pour s'en sortir. Euh, je, je pense qu'en France, on devrait réinventer le haut de gamme à l'ère de l'électrique. C'est là on devrait y aller, puisque la France, c'est plutôt Yves Saint Laurent que des choses pas. Enfin, c'est la haute couture, voilà. Euh, donc, on devrait faire de la voiture électrique super haut de gamme avec des matériaux intéressants, des tissus, de la décoration, etc. Puis sortir de ce truc de la course à la vitesse et aux chevaux. Maintenant, est-ce que ça va sauver l'industrie? J'en sais rien. C'est clair que quand une industrie se transforme aussi vite que ça fait de la casse. Euh, Géostratégiquement, on aurait très intérêt à préserver notre capacité à produire, parce qu'on entre dans un monde où le fait d'envoyer des biens d'un côté à l'autre de la Terre, ça va être moins possible à cause de la réduction des ressources énergétiques, et puis deux, beaucoup plus cher parce que ce sera moins safe de le faire. On le voit déjà, ça a déjà commencé. Donc en fait, il faut que l'Europe elle puisse produire. Donc il faut défendre cette industrie bec et ongle. Maintenant comment, j'en sais rien, mais à l'évidence, il faut qu'on soit en capacité de produire, sinon on aura bien des soucis. Ouais, on va voir ce que propose Marc Ferracci. C'est vrai que lui, il vient d'être nommé ministre, je crois, il y a quelques mois en arrière. Il était rattaché à la Suisse, au Liechtenstein. Je crois il s'occupait de la sixième circonscription des Français à l'étranger et tout. Puis Okay. on lui refile la patate chaude. Donc, je le connais pas personnellement. Je suis pas un soutien politique, mais ouais, ça va être intéressant parce que franchement, il y a de quoi faire et c'est triste. Et moi, ce qui me rend dingue, c'est que tu as ce virage, tu vois, transition écologique et en Europe, on nous rabâche toujours la durabilité. Et on voit que même avec ce focus dessus, on n'arrive pas à faire les choses de manière concrète, tu vois. Ouais. Moi, je pense qu'en fait, c'est parce qu'on regarde un morceau beaucoup trop petit, la durabilité, parce qu'il faut aussi une durabilité sociétale, il faut une durabilité économique. Bah, tu vois, non, vas-y, je t'en prie. Non, je t'en prie, vas-y. Non, moi, ça me fait penser à un truc. Enfin, nous, moi, je suis basé à Genève et puis l'année passée, en 2023, le canton a fait 1,2 milliard de bénéfices. Tu vois, 1,2, 1,3 milliard de bénéfices. Et ça venait surtout des traders. Donc, Genève, c'est une place de trading qui est super développée où ils font, voilà, trading de matières premières, de pétrole et tout. Et puis, c'est ce qui génère des recettes fiscales de dingue, quoi, tu vois. C'est grâce à eux. Et puis après, tu as tous ceux qui vont être à fond dans la durabilité, qui vont dire, bah, si on recule plus, eh ben, ils vont partir, mais c'est pas grave, on va pouvoir faire sortir de nouvelles sociétés, de nouveaux business models. Mais tu le vois, en fait, justement, avec l'industrie automobile, que c'est pas forcément aussi simple. Donc, comment dire, se concentrer sur quelque chose de super étroit dans la durabilité, ben, t'as cet aspect, t'auras un aspect durable qui sera bien, mais le reste, l'aspect sociétal, où tu vas avoir plein de gens qui vont être sur le carreau sans emploi, bah ça, on y prête un peu moins attention, tu vois. Alors, je sais pas si on y prête moins attention, mais disons, c'est une condition nécessaire. Même, imaginons quelqu'un qui est à la tête d'une entreprise, en fait, il faut d'abord que cette entreprise, elle perdure. Il faut qu'elle ait des clients, qu'elle encaisse de l'argent, qu'elle trouve des nouveaux clients, etc. Il faut déjà faire ça. Et puis, quant à l'industrie automobile, je pense que
le monde va se compliquer. Encore une fois, cette espèce depuis les années 50-60, en fait, on avait les Américains, en fait, qui faisaient en sorte qu'on puisse transporter des biens tout autour de la Terre de manière sûre. Ce système-là, il est en train de changer. Les Américains, ils sont en train de plus faire la police des eaux. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on soit en capacité de produire des choses dans l'espace économique où on est. Je pense que la France est très bien placée parce que c'est un pays qui a à la fois accès à la mer, qui a un arrière-plan agricole immense. C'est un super pays pour ça. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas du tout désespéré pour la France. C'est simplement qu'on est dans un moment où il y a un taux de changement qui est énorme. Et ce qu'il faut, c'est évidemment essayer de préserver l'emploi si on y arrive, ça c'est clair, mais il n'y a aucun politicien qui se dit non, moi je ne vais pas préserver l'emploi. C'est évident. Tout le monde veut ça. Le problème, c'est comment. Et puis, comment on recycle ces emplois, comment on aide les gens, il ne faut pas les laisser tomber. Mais surtout, il faut aussi préserver l'outil industriel parce qu'en fait, ça, on va en avoir cruellement besoin. Cette capacité, ce savoir-faire de fabriquer des choses. Parce qu'on ne pourra plus forcément les importer de très loin avec autant de facilité. C'est pour ça qu'on est il faut voir ça en fait comme une espèce de pirouette à double salto, hein, un truc très artistique, mais il faut qu'on retombe sur nos pieds en Europe collectivement, puis qu'on arrive à piloter cet outil de production pour en faire quelque chose. Mais ça m'a l'air compliqué. C'est vraiment un exercice difficile. C'est compliqué et justement, ce ministre, il disait, voilà, il va y avoir des milliers de suppressions d'emplois. Et puis, c'était quoi la phrase attends, je la retrouve. Il prône une réponse européenne. Ouais. Bon. Et la réponse européenne, elle a été donnée la semaine passée par Lagarde et puis Draghi. Comme quoi, on est dans la merde. Alors, moi, je ne sais pas quoi en penser. En Suisse, heureusement, on n'est pas dans l'Europe, mais il y aura des répercussions sur nous, hein, c'est sûr. Ouais, enfin, on voit déjà moi, que les horlogers, ils ont un peu plus de mal. Tu as l'industrie du luxe aussi qui va mal parce que la Chine, elle dépend de les horlogers, ils vont s'en sortir. Là, c'est leur marché bénéficiaire principal, à savoir la Chine, qui tousse un peu, mais ça va revenir. C'est déjà arrivé. Moi, je ne suis pas inquiet pour ça. Par contre, je ne suis pas tout à fait certain de ce truc de l'Europe. On dit, si ça a foiré, c'est qu'en fait, on n'a pas assez d'Europe. En fait, on a un truc qui fonctionne pas très bien. Et la réponse, c'est toujours oui, mais si on en avait fait plus, en fait, ça aurait mieux marché. C'est un peu comme le communisme. Hein. Si le communisme ne marche pas, c'est parce qu'en fait, il en faut plus. Je ne sais pas. Et puis, il y a Trump. Hein. Attention, il y a eu l'élection de Trump. Donc, ça, il va falloir qu'on s'y penche dessus, puis voir les répercussions au niveau européen. C'est pas comme j'avais dit la dernière fois, en fait, Trump ou pas Trump, en fait, c'est un président américain. Et il va défendre les intérêts des États-Unis. Et il va pas tendre la main à l'Europe pour lui dire mais oui, chère Europe, maintenant on va te donner un coup de main. C'est pas vrai. Mais on peut discuter de Harris versus Trump, quelles sont les potentielles conséquences. Mais ce qui est certain, c'est qu'en fait l'Amérique, elle retrouve un second souffle. Enfin, elle essaye de se dynamiser. Et puis on a toujours tendance dans la même phrase à comparer les États-Unis d'Amérique à l'Union européenne. Et puis on fait comme si c'était là sur le même plan, mais c'est pas du tout le cas. On n'a pas du tout les mêmes systèmes de décision. En fait, on a un marché intégré. Ok, c'est déjà pas mal, mais tout le reste, il n'y a pas. Donc on a des espèces d'ersatz ou de petits morceaux. Alors la théorie, c'est qu'en fait, si on devient plus intégré, ça va marcher mieux. Si on lit et qu'on écoute quelqu'un comme Emmanuel Todd qui s'intéresse aux systèmes familiaux, il dit que, et moi j'ai tendance à le croire, que ça va avoir beaucoup de mal à marcher, à fonctionner, parce que les Français sont pas des Allemands, que maintenant les Anglais se sont tirés d'ailleurs, hein, ils vont très certainement se rapprocher du pôle américain. Non, moi j'y crois pas tellement, et je pense que faut se mettre à la place des politiques. En fait, si tu sais pas trop quoi faire, ce que tu peux proposer, c'est un projet qui ne va pas arriver. Et après, tu dis oui, mais si on l'avait fait, ça aurait fonctionné. Tu vois, c'est peut-être un petit peu une entourloupe. Je dis pas que c'est fait exprès, mais franchement, si tu dois faire un plan pour l'industrie automobile française, pour la remettre sur pied, ils ont des gens extrêmement brillants à la tête de ces industries. Ils essayent tous les jours. S'ils y arrivent pas ou pas encore, c'est qu'en fait, c'est complexe.
on peut leur faire l'amitié, disons que dans l'industrie automobile française, les gens sont vraiment brillants et je le crois, mais sincèrement. Donc, si c'est si difficile, c'est qu'en fait, c'est vraiment un problème qui est aigu et qui est très, très complexe. Et du coup, si tu es politicien, qu'est-ce que tu peux, si tu sais pas trop comment les aider, une chose que tu peux faire, c'est parler d'un projet qui va Bah, probablement pas se faire. Tu vois, tu dis, ah, plus d'Europe, puis ça n'arrive pas, puis après tu dis, oh, bah, fallait m'écouter. et je suis 100% d'accord avec toi. Et on le voit justement avec tout cet aspect durabilité, hein. C'est une des news qu'on veut Hum, couvrir. C'est le fait que Uber fait de Paris sa capitale pour innover sur les emballages. Donc, moi, je mets juste une autre news par opposition aux États-Unis. Donc, hum, il y a quelques mois en arrière, bah, Uber a annoncé le déploiement aux États-Unis à partir de cet été de navettes destinées à desservir les stades, tu vois. Donc, ils sont hum. en train de développer de nouvelles choses. Et puis, nous, en Europe, on est en train de se concentrer sur les emballages durables. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Donc, On est comme Jacouille la fripouille, tiens. non, mais C'est-à-dire, mais oui, c'est exactement ça. En fait, l'étape d'après, c'est d'avoir des robots qui font ces livraisons. En attendant, nous, en Europe, on obtient par différents règlements et rapports de force de payer un tout petit peu plus les livreurs. Et puis, on s'occupe des emballages recyclables. Mais voilà, on s'occupe alors, des tant emballages mieux. recyclables. C'est la phrase, quoi. C'est le truc où c'est Alors, abusé. tant mieux, parce que c'est déjà ça de prix à l'ennemi, hein. C'est au moins un centre de R&D, ils vont le faire, et je suis persuadé qu'ils le feront très bien en France. Mais, je veux C'est pas dire, la quand tu priorité. vois, ouais, bah, j'entends, c'est, c'est très différent d'être à la périphérie de ce qui se passe dans le monde, et puis d'en obtenir des pourcents ou des petits morceaux, ou d'être au centre en fait de ce qui se passe. Et si on regarde en fait le pouvoir d'achat comparé en Europe et aux États-Unis, et sur les 10-15 dernières années, on voit qu'il y a un décrochage qui est absolument colossal. En fait, c'est l'Europe qui est en train de s'appauvrir, de perdre ses jobs, une accélération de la perte du tissu industriel qui avait déjà pas mal commencé. Je pense que c'est complètement dramatique. Alors, moi, j'ai pas la réponse, mais à l'instinct, quand on me dit, ah, l'Europe a foiré parce qu'il y avait pas assez d'Europe et qu'il en faut plus, je suis un peu sceptique. J'ai du mal à voir en quoi ça pourrait aider et comment ça pourrait aider, parce qu'on reste en fait une zone qui est à la périphérie en fait du pôle anglo-américain. Et d'ailleurs, on le voit dans cette news du beurre que tu as spoté, que je trouve rigolo. En fait, Paris vaut mieux que juste. C'est génial qu'il y ait ça, mais Paris vaut mieux que de faire des gobelets recyclés. Tu vois, comme la Migros, Ouais, en fait, on est dans le on est dans gobelet cette logique. recyclé. Ouais. Ouais, on est dans le gobelet recyclé. Paris, c'est Yves Saint Laurent. Enfin, c'est un. Il faut que ça aille Non, un en peu fait, plus de souffle. c'est un peu jouer avec les miettes, quoi. Tu vois, Ouais, allez, ouais, amusez-vous. En plus, il y a quasiment une année, pour jour, Uber a été condamné aux États-Unis à payer une amende hum, de 300 millions aux chauffeurs, justement, qui bossent dans des mauvaises conditions, voilà, qui n'ont pas respecté leurs droits. Et là, j'ai l'impression que voilà, bah, on va ramener une petite partie de notre activité sur le développement de choses durables. Vous êtes contents, nous, ça nous évite enfin, Uber, ça leur évite d'avoir des problèmes avec la justice. Et puis, hum. le vrai business, il se passe ailleurs, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, on peut faire un parallèle avec l'intelligence artificielle. En Europe, on a juste régulé pour s'assurer qu'il n'y ait aucune technologie locale qui émerge, enfin, d'importance, disons, qui émerge et qui prenne la place. Puis on va payer une taxe aux États-Unis sur ces technologies qui nous seront vendues depuis la Californie. Ouais. C'est ça qui va se passer. Donc, en gros, parce que les clouds, hein, Google, Amazon Web Services et Azure, en fait, c'est américain. Donc, ça veut dire payer une taxe sur l'innovation. Et le fait de tout. C'est pour ça que je suis très sceptique sur le fait que plus d'Europe, ça va aider. Parce que plus d'Europe, peut vouloir dire plus de règlements, mais ça ne veut pas forcément dire plus d'innovation ou plus d'emplois, plus d'usines, plus de vision, de capacité à faire, d'élan à fabriquer, à créer, à inventer. Euh, je pense qu'il y a aussi un aspect, il y a des aspects géopolitiques qui sont liés à l'énergie, etc. Mais les talents, en fait, en Europe, ils sont absolument innombrables. La France, elle forme les meilleurs mathématiciens.
le gros des troupes des gens qui sont dans l'IA, il y a énormément de Français, c'est pas pour rien parce qu'ils sont brillants. Mais en fait, ils travaillent pas dans des entreprises qui sont attachées peu ou prou à la France. Et c'est ça qui est dommage. Oui, et puis le truc aussi, c'est que tu vois que les GAFAM, hein, donc tous ces grands groupes, ils sont super agressifs. Hein, ils vont pas nous faire de cadeaux, nous, en tant qu'Européens. Puis on le voit justement avec cette news où Google est encore en train de se faire rattraper par tout ce qui est loi antitrust. Bon, tu as le CEO, Sundar Pichai, qui se montre assez optimiste, mais je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'ils vont rien lâcher. Hein. Non, mais ça, il était arrivé la même chose à Microsoft. De mon point de vue, c'est presque une no-news. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, il y a la croyance qu'en fait, le marché va être plus efficace que le commissaire au plan, hein, comme on a en France. Donc, en fait, aux États-Unis, on laisse faire le marché. Et un des problèmes, c'est que, mais on a le même genre de loi en Suisse, hein, mais un des problèmes, c'est que si tu as un acteur qui devient tellement énorme, qui domine tout, c'est que tu étouffes l'innovation parce qu'en fait, tu as un acteur qui est là, il rachète toutes les entreprises, il peut éteindre l'innovation autour de lui. Donc, on verra, c'est tout à fait possible en fait qu'ils découpent Google. En plus, ils avaient quand même beaucoup donné au Parti démocrate. Peut-être que ça va. Pas de chance. Et du coup, je pense, a priori, si je devais parier, je dirais qu'ils vont être effectivement découpés. C'est pas si facile de les découper, mais ça va les empêcher de rien. C'est pas du tout sûr que ça crée moins de valeur, ça va diminuer le marché. Donc, je pense que c'est un truc no news. C'est pas important. C'est aussi assez. Non, c'est pas ça, mais c'est que t'as Yahoo, t'as Google Cloud, t'as la recherche et la publicité. Je sais pas en combien de morceaux ils vont découper ça, mais tous ces business, c'est des business absolument fantastiques. Et si on pouvait avoir un truc qui fait la moitié du dixième d'une de ces choses à Zurich, Genève ou Paris, on serait tout content. Donc, je veux dire, ils ont un espèce de problème. En fait, le problème qu'ils ont avec Google, c'est que c'est une telle réussite et ils sont tellement dominants qui se pose la question de savoir si cette entreprise ne devient pas trop grande et trop puissante. Donc, il faudrait la calmer un peu pour pouvoir permettre l'émergence de nouvelles choses. Alors qu'ils ont quand même OpenAI, qu'ils ont Anthropic, etc. Donc, en fait, c'est pas qu'ils se plaignent la bouche pleine, mais presque. Je veux dire, ils ont un problème de surabondance et puis de géants qui deviennent tellement géants, en fait, qu'il faut les affiner et les découper un peu. Je rêverais qu'en Europe, on ait ce problème-là. C'est pas demain la veille. Et puis, les Américains, ils sont pas fous. Ils vont pas tuer Google. Ils vont simplement faire 2 entreprises qui seront très, très profitables et puis qui pour 2 ou 3, enfin, j'en sais rien, ou peut-être pas, mais ça portera pas préjudice, je pense, à l'industrie américaine. Pas du tout. Ils sont pas fous. Non, à mon avis, il y a circuler, il y a rien à voir. Ça va pas empêcher Google de quoi que ce soit. Top. Bon, on va finir là-dessus. Pascal, excellente journée à toi. À la semaine prochaine. Ciao, Younes.